Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au sommet du Mont Bouquet dans le Vaucluse. Alors à la base on avait prévu d'aller là-bas, au sommet du Mont Ventoux, mais comme vous le voyez c'est plein de nuages. Alors du coup on est venu au sommet du Mont Bouquet. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à être un sommet de montagne? En fait l'idée c'est qu'aujourd'hui on va faire du planétaire, donc on veut la meilleure qualité de ciel possible. Et plus on va être en altitude, meilleure sera la qualité de ciel. Le Mont Ventoux il est à 2000 mètres d'altitude donc c'est vraiment parfait. Mais s'il y a des nuages ça sert à rien, du coup on est venu ici à 700 mètres d'altitude, ce qui est déjà plutôt correct. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à faire du planétaire aujourd'hui? Parce qu'en ce moment il y a l'opposition Terre-Mars, ce qui veut dire que Mars est au plus proche de la Terre et donc de notre point de vue elle est le plus grand dans le ciel. Ce qui est intéressant parce que Mars est une planète qui est assez petite. Mais l'opposition c'est un truc qui arrive tous les 2 ans, qui n'est pas spécialement rare. Par contre en ce moment à cause des hasards de la mécanique orbitale, Mars est aussi très haute dans le ciel. Et ça c'est très intéressant parce que plus elle va être à la verticale de nous, moins elle aura d'atmosphère à traverser et donc meilleure sera la qualité d'image. Pour photographier Mars, qu'est-ce qu'il nous faut? Comme c'est vraiment une toute petite planète, on va chercher à avoir une caméra avec des petits pixels. En l'occurrence, moi j'ai choisi de partir sur une caméra SVO ASI 183 MC, donc une caméra couleur, qui a des pixels de 2,4 microns de côté. À partir de là, il a fallu choisir l'instrument. Alors pour ça, on va utiliser l'échantillonnage. La formule de l'échantillonnage, elle dit que l'échantillonnage, donc le nombre de degrés par pixel qu'il y aura sur l'image en arc seconde, c'est égal à 206 fois la taille du pixel en micron sur la focale de l'instrument en millimètres. Donc moi je savais que je voulais un échantillonnage d'environ 0,25 parce que pour le planétaire c'est conseillé. On vous fera éventuellement une petite vidéo sur l'échantillonnage pour que vous compreniez un petit peu mieux tout ça, mais on va pas s'étendre là-dessus. Donc je savais que ma focale c'était donc égal à 206 fois 2,4 sur 0,25, ce qui donne à peu près 2400 mm de focale. Ensuite, j'ai regardé quel télescope serait suffisamment peu lourd pour passer sur l'HEQ5 que nous allons utiliser et qui aurait une focale suffisante. Et j'ai donc choisi de prendre le 200 mm casse-grain de la marque Kepler qui a 2,4 m de focale. Avec du coup la caméra ASI 183, il n'y a même pas besoin de barlow, on est directement au bon échantillonnage, ça fait un montage simple et idéal pour essayer d'avoir Mars par ce beau temps et par cette belle fraîcheur. En attendant que Mars monte tranquillement dans le ciel, puisque comme on l'a dit, plus elle est haute, mieux c'est, on s'est dit qu'on allait faire la collimation et en profiter pour prendre quelques images de Jupiter et Saturne qui sont relativement hautes et visibles au moment où je tourne la vidéo, à savoir en octobre 2020. Alors le point positif c'est que Léa a fait une collimation qui était très propre. Le point un peu plus négatif c'est que si on regarde les vidéos de Jupiter et Saturne, on voit qu'il y a quand même pas mal de turbulences et en plus on voit que ça bouge dans tous les sens. Alors la planète bouge pas mais ce qu'il faut voir c'est les bords de l'image qui bougent parce que là la planète est stabilisée. Et tout ça, c'est dû au vent. Alors le vent, ça foutait le bordel dans le télescope qui faisait tout bouger. Et en plus, je pense, alors ça c'est une théorie donc ce serait à vérifier, mais je pense que le vent ramenait le vent chaud du fond de la vallée. Et du coup, ça avait tendance à faire complètement turbuler l'air, ce qui était vraiment pas idéal. Là où c'est assez flagrant, c'est sur Jupiter, où des fois c'est juste une boule floue où on voit absolument rien. Et il y a d'autres moments, on arrive à figer suffisamment l'atmosphère pour voir pas mal de détails avec les quelques bandes principales, voire même la tache rouge. Après ça, on a attendu encore un peu que Mars monte vraiment bien haut dans le ciel et on a pris quelques images sur la planète. Et c'est quand même assez cool de passer dans la dernière vidéo à une espèce de petit point rouge où on voit absolument rien, à une belle boule bien définie avec même un énorme détail de sa surface. Honnêtement, ça fait déjà une belle prise. Maintenant, il reste à voir ce que ça va donner après le traitement. Dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le planétaire, qui était aussi ma première vraie expérience en planétaire, j'avais utilisé un matériel qui n'était pas vraiment adapté à ça, à savoir un Newton 150-750, une Barlow x2 et une ZVO ASI 120 MC. Alors la ZVO en soi est plutôt adaptée au planétaire, même si c'est une caméra qui est plutôt basique.
Mais le télescope, lui, c'était pas vraiment fait pour faire du planétaire, c'est plutôt fait pour le ciel profond. Mais j'avais quand même réussi à avoir des résultats qui étaient plutôt corrects, notamment grâce à un ciel qui était extrêmement propre. Et du coup, je vous propose de comparer un peu ces 3 images aux 3 images qu'on a fait pour cette première nuit. À première vue, la différence de qualité entre le matériel pas adapté, donc 150-750, et le bon matos, donc 2,40 m de focale, donc c'est 3 fois plus, des pixels plus petits, ce qui veut dire qu'on zoome encore un peu plus, et une caméra globalement plus performante, on peut vraiment dire qu'il n'y a pas beaucoup, hormis pour Mars évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de différence de qualité. Et la principale raison, même s'il n'y a pas que ça, c'est que la qualité de ciel était vraiment pas exceptionnelle. Autant quand j'ai utilisé le 150-750, ce qui avait limité la qualité maximale des images que je pouvais voir, c'était pas le ciel, qui avait un signe excellent. Pour ceux à qui ça parle, il y avait un signe de 0,5 arcs-secondes. En plus, c'était pendant le confinement, donc il y avait très peu de pollution de l'air, donc c'était vraiment parfait, des très très bonnes conditions pour le planétaire. Et Jupiter et Saturne étaient plus haut, bref, il n'y avait que des bonnes conditions, donc en particulier pour Jupiter et Saturne, même si le télescope n'était pas adapté, les conditions environnementales, on va dire, étaient excellentes. Ce qui veut dire que si j'avais eu un bon télescope en plus, ça aurait été magique, mais bon, là c'était pas le cas. Là, quand on était au sommet du Mont Bouquet, il y avait une turbulence qui était quand même assez vénère. Du coup, il y avait énormément de vent aussi, du coup ça fait qu'il y a beaucoup d'images où la planète s'est baladée dans tous les sens, voire carrément sortie du champ, donc qui sont pas exploitables. Bref, beaucoup de choses qui ont fait que, au final, il n'y a pas beaucoup de bonnes images, donc la qualité est vraiment pas exceptionnelle par rapport au matos, évidemment. Alors je suis quand même assez content de Mars parce que pour le coup la différence est énorme parce que bon, le matos était meilleur, mais surtout la planète était beaucoup plus proche qu'il y a quelques mois où là pour le coup elle était trop loin, elle faisait genre peut-être 10 pixels sur mon capteur donc il n'y avait rien à voir. Là on arrive vraiment à voir un beau détail de sa surface, on distingue un peu la calotte polaire même si bon c'est pas monstrueux mais on la voit quand même, donc je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent mais vu le matos qu'on a, ce serait dommage de se contenter de ces images. Et ça tombe bien parce qu'a priori, dans une semaine, le Mont Ventoux devrait être bien dégagé. Alors la météo au Mont Ventoux c'est toujours un peu space, hein, c'est un microclimat donc c'est toujours difficile de vraiment prévoir. Mais si vous voyez dans le timecode que la vidéo se termine pas là, c'est qu'a priori j'ai pu retourner au Mont Ventoux. Donc on se retrouve peut-être dans une semaine. Et finalement, j'ai eu 3 soirées de beau temps au sommet du Mont Ventoux. Et comme l'occasion était vraiment trop belle pour Mars, j'y suis allé les 3 soirs. Et plutôt que de vous montrer les résultats soirée après soirée comme j'ai l'habitude de le faire, pour aujourd'hui, je vous propose dans un premier temps de vous montrer tous les résultats bruts en une seule fois. Ce qui peut être intéressant, c'est que je vous montre jour par jour les bêtises que j'ai fait en prenant mes images et que je vous explique comment les corriger pour que vous ne fassiez pas ces bêtises quand vous irez faire du planétaire. Tout à gauche, on a les images que j'ai faites au 150-750 avec la Barlow x2. Du coup, ça fait pas 3 fois moins de focale comme j'avais dit juste avant, mais plutôt 1,6 fois moins. Cela dit, ça va me permettre de revenir un peu sur cet élément optique. Parce qu'en planétaire, on prend de tout petits objets qui sont brillants. Donc a priori, ces éléments comme les Barlow qui permettent de zoomer plus on en met, mieux c'est. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Alors clairement, si vous avez moins d'1 mètre de focale, utiliser une Barlow ce sera pas une mauvaise idée parce que sinon la planète sera vraiment trop petite sur le capteur et vous verrez rien. Mais à côté de ça, il faut pas oublier que les Barlow c'est des éléments optiques en plus et donc les défauts qui vont avec, en particulier si vous avez une Barlow assez basique comme la mienne. Mais il n'y a pas que ça, parce que si vous avez un télescope fait pour le planétaire, donc avec une longue focale, a priori ce qui va vous limiter c'est pas l'instrument mais plutôt les turbulences atmosphériques. Et si vous utilisez une Barlow pour zoomer plus, au final vous allez juste zoomer dans les turbulences atmosphériques et vous verrez rien de plus. Sauf que c'est même encore pire que ça, parce que si vous zoomez plus, ça veut dire que chaque pixel recevra moins de lumière puisqu'elle est plus étalée, donc il faudra faire des temps de pause plus longs et on figera moins l'atmosphère. Donc au final l'image sera juste plus floue. Bref, tout ça pour dire que les Barlow sont à utiliser avec modération. Cela dit, vous pouvez toujours essayer, vous aurez peut-être une bonne surprise après tout. Mais à moins d'avoir un ciel irréprochable, c'est pas forcément la meilleure des idées. Un autre point auquel je n'avais pas fait attention lors de ma première expérience en planétaire, c'est de ne pas enregistrer tout le capteur. Par exemple, la SVO 183 fait 5500 par 3500 pixels. Sauf que la planète ne fait qu'une centaine de pixels dessus. Donc plutôt que d'enregistrer plein de pixels noirs, on dit au capteur d'enregistrer seulement une petite partie des pixels, mais de le faire avec une fréquence d'image beaucoup plus élevée.
ce qui est une très bonne chose en planétaire, parce qu'on peut prendre beaucoup d'images en un temps très court. Alors attention, cette possibilité d'enregistrer seulement une partie des pixels mais à plus haute fréquence, c'est valable seulement pour les capteurs CMOS. Mais bon, l'autre type de capteurs, à savoir les CCD, ils sont de plus en plus rares, donc il y a peu de chances que vous vous fassiez avoir. Mais bon, malgré ce petit bémol, le résultat était vraiment pas mal pour un 150-550 et une Barlow pas terrible. La série suivante, on vient d'en parler, c'est celle que j'ai fait au Mont Bouquet. Et j'ai déjà évoqué les principaux problèmes, à savoir le vent et la qualité de ciel pas terrible. Mais on ne va pas s'étendre plus dessus, on va passer à la première nuit au sommet du Mont Ventoux. Et déjà, on remarque clairement que les planètes sont beaucoup plus stables que sur la série précédente. En même temps, c'est pas si étonnant quand on est 3 fois plus haut et avec une qualité de ciel globalement 2 fois meilleure. Et effectivement, si on regarde les résultats, là on peut commencer à dire qu'il y a un peu du mieux. Alors, je suis pas encore vraiment satisfait pour Saturne et Jupiter. Clairement, je peux faire vraiment mieux que ça avec ces instruments. Par contre, pour Mars, on commence vraiment à avoir quelques beaux détails de sa surface, qui est plus juste une différence entre du rouge et du brun comme avant, mais là, on a clairement des petits détails sympathiques à sa surface, avec même, on distingue l'Olympus Mons en bas à droite de la planète, et on distingue cette fois très clairement la calotte polaire. Là, on ne peut pas se tromper. Cela dit, j'ai quand même fait pas mal de bêtises sur cette première nuit au sommet du Mont Ventoux. Déjà, on remarque que la planète est vachement plus sombre que les autres. Et en fait, j'avais envie de figer le plus possible l'atmosphère en réduisant autant que possible le temps de pause. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la luminosité était vraiment très faible, et du coup au traitement, j'avais vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre, parce que dès que je voulais augmenter le contraste, le bruit apparaissait beaucoup plus vite. Après, même si c'est mieux qu'au Mont Bouquet, on remarque qu'il reste quand même encore pas mal de turbulences atmosphériques. Et ça, je pense que ça vient du fait que j'ai mis le télescope trop près de la voiture. Et comme elle était encore chaude du fait d'avoir roulé et tout, et bah, le différentiel de température entre la voiture et l'air ambiant crée des fluctuations de l'atmosphère et donc des turbulences. Et autant au Mont Bouquet ça faisait aucune différence à cause des turbulences générales de l'atmosphère qui étaient déjà très importantes, autant au Mont Ventoux, la moindre source de chaleur foutait vraiment le bordel. D'ailleurs, ça me fait penser que moi aussi je suis une source de chaleur. Ça, c'est bon à noter. Et le troisième problème auquel j'ai fait face sur cette nuit-là, c'est que je me suis fait avoir comme un con par le logiciel FireCapture que j'utilise pour faire mes enregistrements. En fait, par défaut, FireCapture zoome pas sur le centre de l'image, ce qui serait assez logique, mais sur les bords. Et moi, bah, j'ai pas fait gaffe à ça, je sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me tromper. Et du coup, au lieu d'avoir la bonne qualité optique du centre du miroir, j'avais la qualité optique pas terrible des bords. Et fatalement, ça m'a fait perdre en résolution. Bon, très bien. Pour la nuit suivante, je note. Pour choisir la luminosité de la planète, je me fie à l'histogramme, je me mettrai entre 2/3 et la saturation en faisant plusieurs essais pour voir ce qui est mieux. Ensuite, pour limiter les flux de chaleur, je mettrai le télescope bien loin de la voiture, au moins à une dizaine de mètres, et je vais porter un masque. L'avantage c'est qu'en ce moment, on en a tous. Et ça me fait penser que vous, si vous faites vos images depuis chez vous, faites bien attention à ne pas mettre votre maison entre vous et la planète, parce que votre maison, elle n'a pas une isolation qui est parfaite, donc elle émet de la chaleur et elle crée des turbulences, ce qui peut aussi potentiellement dégrader un peu la qualité de vos images. Et en troisième point, je ferai bien gaffe à mettre la planète au centre du miroir, là où la qualité optique est optimale. Avant même de regarder les résultats, on peut voir que rien qu'en live, on distingue déjà clairement la calotte polaire de Mars et presque la division de Cassini, qui est la grande séparation entre les anneaux de Saturne. Donc déjà, c'est très bon signe. Et là ça commence clairement à me plaire. Déjà, pour Saturne, on commence vraiment à distinguer la finesse des anneaux. Parce que autant sur les images d'avant, on voyait à chaque fois que les anneaux étaient un petit peu pâteaux, on aurait dit que c'était plus des genres de donuts. Là, pour le coup, on voit clairement que ce sont des éléments qui sont très fins. Pour Jupiter, on voit plus seulement les détails des bandes équatoriales principales, on commence à distinguer les petits détails à l'intérieur même des bandes de Jupiter. Et ça, c'est très cool. Et en plus, j'ai même réussi à choper l'ombre d'une des lunes qui se projetait sur la planète, ce que j'avais déjà réussi à faire au 150-750, mais là, c'est cool de la voir vraiment en meilleure qualité. Et pour Mars, c'est vraiment une amélioration générale de la qualité de l'image de la veille, puisque cette fois, le mont Olympe, il est vraiment très défini, on voit vraiment une petite tache blanche,
et les petits détails de surface de la planète commencent à être vraiment très contrastés. Bon là, clairement, il y a moins de défauts à noter que sur les images de la veille. Cela dit, il reste quand même encore un bon gros défaut de mise au point, en particulier sur Saturne. On voit clairement que les bords de la planète et des anneaux sont complètement dédoublés. Et en même temps, jusqu'à maintenant, la mise au point était presque secondaire, parce que les autres défauts que j'avais sur mes images, que ce soit l'atmosphère, les soucis de cadrage, etc., faisaient que la mise au point était un peu cachée là-dedans. Là maintenant, je commence à pas trop mal maîtriser tous les autres paramètres, et du coup la mise au point devient très très critique. Et le problème c'est que là, je me suis servi de la planète pour faire la mise au point. Et clairement, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux se servir d'une étoile ou éventuellement d'une des lunes pour Jupiter. Comme ça on peut attendre qu'elle soit vraiment le plus petite possible, et ça aide pas mal pour faire la mise au point et c'est plus précis. Et la deuxième chose que je vais faire aussi pour la dernière nuit, c'est que je vais essayer de refaire la collimation. Alors clairement, Léa est beaucoup meilleure que moi pour faire les collimes, en même temps c'est son métier, mais malheureusement elle n'a pas pu venir avec moi au sommet du Mont Ventoux. Du coup je vais essayer de me débrouiller, et si je m'en sors pas trop mal, je devrais pouvoir gratter encore un petit peu de résolution. Et moi je dis, ça se tente. Au final, je suis pas trop mécontent et ma colline s'est plutôt bien passée. Du coup pour Jupiter et Saturne c'est quand même mieux, et notamment grâce à la mise au point, parce que sur la veille, sur Saturne, je m'étais quand même pas mal foiré. J'ai même réussi à obtenir la grande tache rouge de Jupiter en bonne qualité, et ça c'est très cool parce que c'était quand même un truc qui manquait sur l'image précédente. Mais par contre pour Mars, c'est moins ouf. En fait le vent s'est levé à partir de 22 h, du coup pour faire la mise au point avec l'étoile qui bougeait dans tous les sens, c'était vraiment pas facile. Et là on voit clairement que la mise au point était moins bonne parce qu'il y a moins de détails de surface, c'est globalement un peu plus flou. Mais bon, au moins j'ai réussi à faire mieux sur Saturne et aussi un petit peu mieux sur Jupiter. Avant de terminer, je vous propose encore un petit bonus. Sur la fin de la deuxième soirée au sommet du Mont Ventoux, j'ai ouvert mon téléphone pour Stellarium et je me suis demandé s'il n'y avait pas quelques trucs sympas que je pourrais observer éventuellement avec le gros télescope. Et là, je me suis rendu compte qu'entre les Pléiades et Mars, il y avait Uranus. Et je me suis dit que, quitte à avoir quand même un bon télescope avec 2,40 m de focale, ce serait dommage de ne pas essayer, surtout qu'elle était vraiment quasiment au zénith, donc c'était vraiment de super conditions. Donc j'ai lancé une petite prise d'image sur Uranus. Et clairement, c'est pas si simple que ça de la trouver, parce que Uranus c'est vraiment une planète qui est toute petite, et en live view, c'est difficile de dire si on est sur une étoile brillante, ou effectivement sur une planète. Mais au final, j'ai quand même réussi à la trouver, et voilà le résultat. Je trouve ça vraiment cool d'avoir réussi à choper cette petite planète. Alors bon, clairement, il y a moins de détails à voir que sur Jupiter, Saturne ou Mars, mais en même temps, c'est une planète qui est pas gigantesque, alors elle est quand même beaucoup plus grosse que la Terre, mais elle est beaucoup plus petite que Jupiter, et elle est surtout beaucoup plus loin, et globalement, c'est des planètes qui sont très uniformes. Alors il y a quelques nuages de temps en temps dans la haute atmosphère, mais globalement, c'est juste des points bleus perdus au milieu de l'espace. Et je trouve ça juste très cool d'avoir réussi à sortir quand même ce petit disque bleu vraiment perdu au milieu de rien. Moi je suis content d'avoir réussi à la choper. Je suis pas mécontent de la petite moisson que j'ai réussi à faire. Alors je remercie vraiment beaucoup Léa de m'avoir ramené le 200-2400, parce que si j'avais dû faire tout ça au 150 et le 150, j'aurais clairement pas eu ce genre de résultat. Mais encore une fois, moi je suis un novice, j'apprends encore en planétaire, et si j'en refais encore des vidéos prochainement, j'aurai je pense encore pas mal de points techniques à améliorer. Cela dit, il y a encore un truc que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est si on se concentre sur Saturne. On remarque sur Saturne que sur toutes les zones un peu fines, genre sur la division de Cassini entre les anneaux, ou sur la zone qui lie les anneaux à la planète, on remarque qu'à chaque fois il y a des grosses bavures bleues. Et il y a deux choses qui peuvent permettre d'expliquer ça. Déjà, on n'avait pas de correcteur de dispersion atmosphérique. En fait, il faut savoir que l'atmosphère terrestre, elle agit comme un prisme, c'est-à-dire qu'elle étale les couleurs. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre un autre prisme au niveau du télescope, qui va venir en fait compenser cette dispersion. En fait, un prisme ça sert à disperser la lumière, mais ça peut aussi faire l'inverse. Et du coup, on vient compenser sa dispersion atmosphérique, ce qui permet de recaler toutes les couleurs les unes sur les autres, et ça permet de gagner un peu en résolution. Alors clairement, si j'avais eu ça, on aurait pu encore gagner quelques petits détails en plus, mais il n'y a pas que ça qui permet d'expliquer, parce que si c'était ça, ce serait sur un peu tous les détails qu'il y aurait des grosses bavures. Et la raison pour laquelle c'est surtout sur le bleu, c'est qu'en fait,
la couleur bleue, enfin la lumière bleue est beaucoup plus affectée par les turbulences atmosphériques. Et c'est en partie le même phénomène qui fait que le ciel est bleu quand il fait beau. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien quand on fait de l'imagerie noir et blanc sur du planétaire, ce qui se fait aussi. C'est toujours le plan de couleur bleue qui est le moins bien résolu. Et je trouvais ça juste assez intéressant de voir que c'est aussi quelque chose qui se voit très bien, même sur une caméra couleur. Alors dans cette vidéo, j'ai pas énormément parlé de la partie traitement, en fait j'en ai même pas parlé du tout en soi. La raison c'est que je maîtrise pas vraiment, je pense pas que j'ai grand chose à vous apprendre là-dessus. Et surtout, vous avez la chaîne de Jean-Luc Dauvergne, qui est un des meilleurs astrophotographes français pour ce qui est du planétaire en tout cas. Pour les autres disciplines, je sais pas. Et il a fait quasiment une vidéo par planète avec à chaque fois les différents logiciels. Enfin, vous avez toutes les informations que vous voulez sur cette chaîne. Moi, c'est ces tutos dont je me suis servi pour faire mon traitement, alors autant vous rediriger vers sa chaîne. Et si vous n'avez pas de matos pour faire de l'imagerie, je vous conseille vraiment de sortir au moins faire du visuel, évidemment si vous avez un petit instrument pour faire du visuel. Parce que sur la deuxième nuit, j'ai été rejoint par un abonné, que je salue d'ailleurs, et qui avait ramené un 13900, qui est donc un petit instrument qui est sympa, mais qui est quand même assez basique. Et rien qu'avec ce petit instrument, on arrive déjà bien à voir la petite calotte polaire de Mars, et on arrivait aussi à voir le détail sombre de la Lune qui projetait son ombre sur Jupiter. Donc clairement, si vous avez une petite lunette, genre une 90-900, ou même un 150-150 ou un 130-900, je pense que ça vaut vraiment le coup en ce moment de sortir, même si l'automne c'est pas la meilleure saison. Donc si vous avez une bonne nuit, sortez observer Mars. On n'est pas prêt d'avoir de telles conditions pour l'observer, alors ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Bon, on arrive vers la fin de la vidéo. Alors j'ai juste anticipé quelques commentaires, parce que ça arrive souvent quand je fais des vidéos avec Léa, que vous me demandiez bah tiens, elle était là au début, mais elle est plus là à la fin. En fait, il faut savoir qu'on est tous les deux en alternance et que des fois on se croise un peu. Alors c'est souvent compliqué de tourner des vidéos ensemble, donc quand on commence une vidéo ensemble et qu'on la finit pas ensemble, en général, c'est juste qu'il y en a un de nous qui est sorti en alternance et qu'on n'est plus ensemble. Mais bon, bref, ça c'était juste pour le détail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait pas mal de choses dedans, je suis vraiment content des résultats que j'ai réussi à obtenir. Si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson, bref. Ciao les gens, et à la prochaine!